Durant les années de guerre, le grand public va découvrir une série de nouveaux réalisateurs talentueux. Alors il y a Becker, Bresson, Caillatte, Daquin, dans une certaine mesure également Autant-Lara, et il y a Henri-Georges Clouzot. Durant les années 30, Clouzot a travaillé en Allemagne, au studio de la UFA à Babelsberg, près de Berlin. Il a été adaptateur, scénariste, assistant, mais ses vrais débuts auront lieu donc en France, à Paris, grâce à la création de la nouvelle société de production franco-allemande, Continental. Et au sein de la Continentale, Henri-Georges Clouzot a un rôle particulier. Oui, il n'est pas simplement un de ces nouveaux réalisateurs, un de ces nouveaux talents découverts par cette société de production dirigée par Alfred Greven. Non, Henri-Georges Clouzot est également le plus proche collaborateur, sans jeu de mots, le plus proche collaborateur du directeur de la Continentale, Alfred Greven. Oui, on peut dire que dans une certaine mesure, Henri-Georges Clouzot, par rapport aux autres artistes de la Continentale, est beaucoup plus engagé et plus engagé politiquement. D'ailleurs, lors de l'épuration, il aura le courage ou l'imprudence de dire à ses juges, ouvrez les guillemets, dans le national-socialisme, il y a quelque chose qui me touche. Je ne dis pas le contraire. Dans le côté social, je suis anticapitaliste. Fermez les guillemets. Clouzot est un collaborateur de confiance pour Alfred Greven et l'engagement de Clouzot pour l'édification de l'Europe nouvelle semble sincère. Il en est de même d'ailleurs de l'engagement de sa compagne, l'actrice Suzy Delair, qui est elle aussi très pro-allemand. Mais bien sûr, Clouzot n'a pas seulement un rôle important dans l'organisation et la direction de la société continentale. Clouzot, c'est avant tout un artiste, et on le verra donc au générique en 1941 du film Les Inconnus dans la maison, en qualité de dialoguiste et scénariste, avec dans le rôle principal le grand Rému. Alors, ce film est antisémite, il y a des lignes de dialogue très explicites, ce qui vaudra au film d'être censuré après-guerre. On réécrira certaines lignes de dialogue, mais Rému étant décédé en 1945, ses propres répliques, elles, resteront inchangées. En 1942, eh bien, Clouzot se lance vraiment dans la réalisation. Il réalise L'Assassin habite au 21, un très grand succès, un très grand film, qui met en valeur sa compagne, la délicieuse actrice Suzy Delair. Et puis en 1943, Henri-Georges Clouzot réalise Le Corbeau, film célébrissime et qui va susciter de nombreuses polémiques pendant et après la guerre. Oui, alors ce film décrit la vie d'une petite ville de province où les habitants, eh bien, sont plongés dans le chaos, si l'on peut dire, en raison de l'envoi de lettres anonymes par un corbeau, lettres anonymes qui dénoncent les turpitudes de la plupart des habitants de cette petite ville. Les communistes et les gaullistes détestent ce film qu'ils considèrent comme un film allemand qui fait une caricature des Français. En effet, ceux-ci sont dépeints sous un jour fort peu flatteur. Les Français sont lâches, décadents et même méchants. Ça serait en réalité le film qu'aurait rêvé de faire le ministre de la propagande allemand Joseph Goebbels. Ces critiques sont-elles fondées? Alors d'un point de vue formel, non, puisque le scénario du Corbeau a été déposé avant-guerre, en 1937. Ça n'est donc pas le ministre du Reich, Joseph Goebbels, qui a écrit l'histoire du Corbeau. Mais ceci étant dit, il faut bien reconnaître quand même que la société continentale a produit un certain nombre de films polémiques qui bousculent un petit peu la bourgeoisie française. Ce sont des films qui, sous couvert de divertissement, ont un message politique. Alors je pense notamment à Val d'Enfer, à La vie de plaisir, et on peut mettre Le Corbeau dans la liste. Oui, on reconnaît bien là, eh bien, une certaine forme d'engagement politique de Henri-Georges Clouzot. Comme il l'a dit lui-même, dans le national-socialisme, il y a quelque chose qui me touche. Fermez les guillemets. Et d'ailleurs, les épurateurs ne s'y tromperont pas, puisque Clouzot, en 1944, sera interdit
de profession à vie. Alors on ne sait pas trop si c'est le film Le Corbeau qui a pesé dans la balance ou la participation active à la direction de la société continentale. Enfin, en tout état de cause, Henri-Georges Clouzot est vraiment un personnage infréquentable. Mais heureusement, grâce à l'intervention de diverses personnalités du cinéma, Clouzot va refaire surface dès 1947 dans un film avec Louis Jouvet, Le Quai des Orfèvres. Marcel Blauchild, alias Marcel Dalliot, était un acteur de second plan assez recherché dans les années 30. On lui doit notamment des participations dans Pépé le Moco en 1936, La Grande Illusion en 1937 et La Règle du jeu en 1939. Marcel Dalliot fait partie des rares acteurs juifs du cinéma français d'avant-guerre. En effet, s'il y a de nombreux juifs qui sont producteurs ou exploitants de salles, rares sont les acteurs. Alors on peut nommer Jean-Pierre Salomon, alias Jean-Pierre Aumont, Rosine Schlotterberg, alias Rosine de Réan, et puis il y a également le cas controversé de Harry Bor. En 1939, tout va bien pour Marcel Dalliot. Il vient de tourner La Règle du jeu de Renoir, rôle qui lui a rapporté un cachet de 75 000 francs, et il passe l'été à Cannes en menant La Belle Vie. Au moment de la déclaration de guerre, en septembre 1939, il déclare à la presse, ouvrez les guillemets, « La seule guerre qui me mobilise est celle que je mène contre le casino. Et la chance est avec moi, car je viens de gagner 300 000 francs. » Fermez les guillemets. La déclaration de guerre ne semble donc pas trop altérer la bonne humeur de Marcel Dalliot, et pourtant, lorsqu'il sera mobilisé, eh bien, il sera réformé pour dépression nerveuse. Comprenne qui pourra. Il ne participe donc pas à la drôle de guerre, et lorsqu'en juin 1940, la défaite de la France est consommée et que l'armistice avec l'Allemagne est signé, eh bien Marcel Dalliot prépare son départ, son exil pour le Chili. Il obtient un visa. Alors les Français rechignent un petit peu et dans la presse on le traite de mauvais français. Il répondra, ouvrez les guillemets, « Je suis juif et réformé, j'ai le droit de quitter la France. » Fermez les guillemets. Le Chili, on s'en doute, n'est pas la réelle destination d'exil souhaitée par Marcel Dalliot, c'est bien sûr Hollywood, mais pour arriver à Hollywood, il va devoir utiliser des chemins détournés. Alors il se rend d'abord au Chili via Lisbonne, et au Chili il obtient un statut de réfugié politique du Canada, enfin du Québec. Il part à Montréal et enfin peut arriver à Hollywood. Arrivé à bon port, Marcel Dalliot tournera un certain nombre de films jusqu'en 1945, dont le célèbre Casablanca en 1942, film violemment anti-français, réalisé par un autre juif exilé, Mano Kaminer, alias Michael Curtis. Dalliot tournera également un autre film très connu en 1944, Le port de l'angoisse de Howard Hawks. De retour en France, il poursuivra sa carrière d'acteur de second plan jusque dans les années 70, et notamment en tournant dans le film à succès Rabbi Jacob. Louis Daquin fait partie de ces réalisateurs de premier plan qui seront révélés au grand public durant les années de guerre, au même titre que Becker, Bresson, Caillac, Clouzot et dans une certaine mesure Claude Autant-Lara. Louis Daquin est un personnage assez paradoxal puisqu'il est tout à la fois un réalisateur emblématique du cinéma pétainiste et vichiste, et dans le même temps, il n'en est pas moins un membre actif du Parti communiste clandestin, et en 1944, il sera secrétaire général du comité de libération du cinéma français. Mais tout cela ne pose pas de problème. Apparemment, lorsque l'on est communiste, on peut aller très loin dans le double jeu sans être compromis. Oui, double jeu, car Louis Daquin est quand même un réalisateur d'esprit pétainiste. Alors, ça sera évident avec surtout deux films tournés durant les années de guerre.
Le premier, c'est Nous les gosses en 1941, qui est d'ailleurs en réalité la première réalisation de Louis Daquin. Ce film donc met en valeur des enfants issus de milieux défavorisés, mais qui ne sombrent pas dans la corruption et qui se révèlent être de bons petits Français et tout à fait dans la ligne de la Révolution nationale. À tel point d'ailleurs que l'ambassadeur d'Allemagne, étant séduit par le film, demandera une copie de ce film afin de la donner à la cinémathèque de la jeunesse hitlérienne à Berlin. Il est vrai que ce film est tout à fait édifiant dans le cadre d'une morale fasciste. Et lorsque Louis Daquin écrit un article sur son propre film, Nous les gosses, dans Comédia du 17 janvier 1942, eh bien Louis Daquin se laisse aller à des propos que ne renieraient pas les collaborationnistes de Je suis partout. D'ailleurs, François Vineuil a toujours eu une certaine indulgence pour Louis Daquin. Autre film d'inspiration pétainiste de Louis Daquin, ça sera en 1943, Premier de cordée, qui connaîtra un grand succès. C'est un film où on a le culte de l'effort et où l'on met en garde le spectateur contre la ville corruptrice. Ce film a une esthétique fasciste indéniable, et d'ailleurs Louis Daquin aura l'honnêteté de le reconnaître. Après-guerre, ouvrez les guillemets, il y a des éléments d'idéologie pétainiste dans Premier de cordée. On a beau être ce que l'on est toujours sensible à l'idéologie dominante. Fermez les guillemets. Louis Daquin tournera également en 1943 Le Voyageur de la Toussaint, inspiré d'un roman de Simenon. Simenon qui était un sympathisant de l'Europe nouvelle. Et Louis Daquin qui tournera également en 1943 Madame et le mort. De plus, on notera que Louis Daquin était entré en négociation avec Alfred Greven, le patron de la société de production franco-allemande Continental, afin de réaliser un journal d'actualité cinématographique dont il aurait été le directeur. Alors là, on sort de la réalisation de films de pur divertissement pour entrer dans une sorte de militantisme politique. Oui, réaliser un journal d'actualité parrainé par la Continentale, c'est quand même aller très loin dans la compromission, mais apparemment, quand on est membre du Parti communiste clandestin, on peut tout se permettre. Mais il est vrai que ce projet de journal d'actualité n'ayant pas eu de suite, Louis Daquin n'a pas eu à s'en justifier. Autre fait troublant, la position de Louis Daquin sur l'organisation corporatiste du cinéma. Alors, on sait que d'une manière plus générale, le corporatisme est une des grandes idées de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Le corporatisme, c'est ce qui doit remplacer les syndicats marxistes. S'agissant de l'organisation corporatiste du cinéma, défendue par Louis Daquin, mais également par d'autres personnalités du monde du cinéma, comme François Vineuil, eh bien les règles seraient les suivantes. L'organisation de la profession serait réglementée, encadrée, et pour devenir réalisateur, il faudrait suivre un long apprentissage. Il y aurait comme un parcours initiatique. On serait adaptateur, ou bien assistant, réalisateur, ou bien monteur, et puis après un certain nombre d'années d'apprentissage et de travail, on pourrait accéder, les meilleurs pourraient accéder à la réalisation de films. Louis Daquin, après-guerre, sera d'ailleurs fidèle à cette idée pétainiste d'organisation corporatiste des métiers du cinéma. Quoi qu'il en soit, et malgré ses liens avec le cinéma pétainiste, Louis Daquin ne sera pas inquiété en 1944, puisque, rappelons-le, il est un membre éminent du Parti communiste clandestin, il est secrétaire général du Comité de libération. Après-guerre, donc, Louis Daquin deviendra un apparatchik de la CGT et du monde du cinéma en général, car il va cumuler un nombre de postes officiels impressionnant. C'est vraiment une figure officielle du cinéma d'après-guerre.
En mai-juin 1940, Danielle Darieux est réfugiée sur la Côte d'Azur. Elle vit séparée de son époux, le réalisateur Henri Decoing, mais le couple ne divorcera qu'en 1941. Quelque temps après, Alfred Greven, le directeur de la nouvelle société de production franco-allemande Continental, Alfred Greven donc descend sur la Côte d'Azur pour y recruter des gens de cinéma. Il est vrai que la Côte d'Azur est le lieu d'exil un petit peu du cinéma français en 1940. Il y a notamment Michel Morgan, Micheline Prel et d'autres. Alfred Greven rencontre donc Fernandel qui signe tout de suite un contrat avec la Continentale. Il faut dire qu'il a déjà tourné en Allemagne, dont notamment le très controversé L'héritier des Monts-Désirs, dont le tournage s'est achevé durant l'été 39, tout juste avant la déclaration de guerre. C'était vraiment moins une. Fernandel avait été photographié en compagnie de Goebbels, etc. Enfin, il y avait eu quelques petits incidents. Alfred Greven rencontre également Rému, qui réserve sa réponse, mais qui finira par tourner pour la Continentale un excellent film, réalisé d'ailleurs par Henri Decoing. Il s'agit du film Les Inconnus dans la maison. Greven rencontre également Marcel Pagnol dans le but de créer un grand studio de cinéma près de Saint-Germain-en-Laye, mais l'affaire ne se fera pas. Greven rencontre également Danielle Darieux qui accepte de tourner des films pour la Continentale. Il faut dire qu'elle a déjà tourné en Allemagne ou pour des sociétés de production allemandes, dont notamment le très bon film Un mauvais garçon. Danielle Darieux tournera donc 3 films pour la Continentale, Premier rendez-vous en 41, Caprice en 41, La fausse maîtresse en 42, et en mars 42, elle fera partie du fameux voyage de propagande en Allemagne, en compagnie d'autres célébrités du cinéma français, Viviane Romance, Suzy Delair, Jeannie Astor, Albert Préjean et René Dary. Bien sûr, ce voyage organisé est un voyage de propagande afin de resserrer les liens de la collaboration artistique franco-allemande. Danielle Darieux et ses camarades sont reçus à Vienne, à Berlin, où Goebbels a organisé un gala en leur honneur. Goebbels qui s'exprime d'ailleurs en français, de même que son épouse. Danielle Darieux répond à la presse, ouvrez les guillemets, « C'est l'une des meilleures et des plus fortes impressions de ma carrière. Nous songeons à la grande réconciliation placée sous le signe du cinéma. » Fermez les guillemets. Cependant, ce dîner de gala sera émaillé par un incident, car Danielle Darieux s'esquive discrètement avant la fin du dîner pour rejoindre son amant, le diplomate portoricain Porfirio Rubirosa. En 1944, elle prétendra qu'elle a été contrainte à faire ce voyage à Berlin car son amant, le diplomate portoricain Rubirosa, serait une espèce d'espion interné en Allemagne et donc il y aurait eu chantage. Enfin, on peut émettre des doutes sur cette version étant donné que Porfirio Rubirosa bénéficiait de l'immunité diplomatique. Quoi qu'il en soit, après ce fameux dîner de gala, les deux amants restent à Berlin un certain temps, alors que les camarades de Danielle Darieux regagnent Paris, et ils quittent finalement Berlin pour Vichy, ville où ils vont se marier, puis les deux époux couleront des jours heureux à Megève, où ils mènent grand train, d'ailleurs une vie insouciante, puisque Danielle Darieux, lors d'un gala à Megève, achète pour 65 000 francs, le salaire moyen d'un ouvrier étant de 1 000 francs par mois, Danielle Darieux achète pour 65 000 francs une paire de skis dédicacés par les plus grands champions. Danielle Darieux est plus ou moins contrainte à ses vacances de rêve à Megève car ses relations sont au plus bas avec la Continentale en raison de l'incident du dîner de gala de Berlin où elle s'est esquivée pour rejoindre son amant. Elle est jugée peu fiable et un peu faux-folle. Alors, on lui propose bien de tourner un nouveau film, Les Évadés de l'an 4000, sous la direction de Marcel Carné, mais ce projet est avorté car Danielle Darieux, décidément très amoureuse de ce Rubirosa,
exige que celui-ci réalise le film alors qu'il n'a aucune expérience cinématographique. Oui, Rubirosa a d'autres qualités car, en réalité c'est un gigolo de luxe. Il divorcera de Daniel Darieux en 1947 et aura par la suite de nombreuses épouses, toutes plus riches les unes que les autres. Et donc, si c'est un James Bond, c'est un James Bond de pacotille qui est surtout réputé pour ses prouesses sexuelles. Les riches dames du tout Paris et même du tout Hollywood lui ayant donné le surnom flatteur de « toujours prêt ». Quoi qu'il en soit, en raison de sa collaboration artistique avec la Continentale, en raison de son voyage de propagande en Allemagne, Daniel Darieux, en 1944, est convoqué par le comité d'épuration du cinéma français où, aux surprises, aux coïncidences, elle est auditionnée par Henri Decoing, qui n'est autre que son premier époux, avec lequel elle est restée en très bons termes, et qui lui avait d'ailleurs conseillé d'accepter de signer un contrat avec la Continentale en 1940. Inutile de préciser que cette heureuse coïncidence se soldera par un non-lieu. Alors, officiellement, elle aura donc été victime d'un chantage des autorités allemandes pour lui faire signer un contrat pour la Continentale, puis pour la faire venir dans un voyage de propagande en Allemagne, car son amant, Rubirosa, qui aurait été une sorte d'espion à la James Bond, aurait été interné par les Allemands en raison de ses activités d'espionnage. Voilà, donc la thèse officielle. Mais celle-ci ne convainc pas tous les autres membres du comité d'épuration du cinéma, car Jean Painlevé, un autre des procureurs de la Libération, écrira le 9 décembre 1944 qu'il est tout à fait inopportun de faire travailler Daniel Darieux dans le cinéma d'après-guerre. Le grand public découvre René Dary en 1938 dans un film qui s'appelle Le Révolté, où il interprète le rôle d'un matelot anarchiste, mais qui a bon cœur et qui finira bon patriote. Voilà la carrière de René Dary lancée. Il va interpréter habituellement des rôles de Français moyens, râleurs, bagarreurs, mais qui ont bon cœur. De 1941 à 1944, René Dary va beaucoup tourner, près d'une dizaine de films, et certains sont franchement d'inspiration pétainiste. Alors il y a, par exemple, en 1942, Port d'attache, d'ailleurs dont le scénario est écrit par René Dary lui-même. C'est un film qui glorifie le retour à la terre, thème pétainiste par excellence. En 1943, René Dary se distingue également dans un film qui s'appelle Après l'orage, où il est encore question de thèmes pétainistes sur la ville corruptrice et le retour à la terre. Et en 1943, il interprète un rôle dans Le Carrefour des enfants perdus, où il joue un éducateur pour jeunes délinquants. Il est d'usage de dire que de 1941 à 1944, René Dary va remplacer Jean Gabin sur les écrans français. Jean Gabin partit en exil à Hollywood. Mais alors que Jean Gabin est très marqué Front populaire, en revanche, René Dary est un personnage typique de la révolution nationale du maréchal Pétain, ce qui fait dire habituellement aux journalistes, ouvrez les guillemets, c'est le nouveau Jean Gabin régénéré par la révolution nationale, fermez les guillemets. Et c'est vrai que René Dary, aussi bien dans les rôles qu'il interprète que dans le scénario qu'il a écrit pour Port d'attache, eh bien, il s'agit toujours de héros positifs qui incarnent les valeurs de la Révolution nationale pétainiste. On ne s'étonnera donc pas de retrouver René Dary en mars 1942 dans le train qui emmène bon nombre de vedettes du cinéma français, telles que Daniel Darieux, Viviane Romance, Suzy Delair, Junie Astor, Albert Préjean. Oui, le train qui amène ces acteurs français en Allemagne pour rejoindre leurs camarades des studios de Babelsberg à Berlin pour
une sorte de voyage de propagande, mais aussi qui est un voyage de fraternisation artistique. En 1944, tous les participants à ce voyage de fraternisation et de propagande pour l'Europe nouvelle seront inquiétés par les justiciers de l'épuration, mais s'agissant de René Dary, il s'en tire plutôt sans dommage, il sera innocenté et pourra poursuivre sa carrière après-guerre, mais plutôt dans des seconds rôles, il faut bien le reconnaître. On se souvient de lui notamment en 1954 dans « Touchez pas au Grisby » avec Jean Gabin, le vrai, celui-là, l'authentique, film important puisque c'est ce film qui va relancer la carrière de Jean Gabin. À la déclaration de guerre, Claude Dauphin fait partie des jeunes premiers à la mode du cinéma français. Alors il est mobilisé et servira comme aspirant dans un régiment de chars qui participera à quelques escarmouches avec l'ennemi. Après sa démobilisation, il reprend son métier d'acteur et en 1942, à la fin du tournage du film La Belle Aventure, il quitte la zone occupée et rejoint Cannes en zone non occupée. Il monte alors une compagnie de théâtre où se côtoient notamment Daniel Delorme, Gérard Philippe, Marguerite Moreno et Madeleine Robinson. Alors, Claude Dauphin rejoindra la dissidence sous le nom de Capitaine Legrand et il est membre du réseau Carte d'André Girard. Il rejoindra ensuite Londres à bord d'un sous-marin britannique en automne 1942. Et en 1943, la mélodie du chant des partisans est choisie comme indicatif musical à l'émission de la BBC Honneur et Patrie. Et le thème est sifflé par Claude Dauphin. Pendant ce temps-là, en France, eh bien, ces films sont interdits de diffusion à partir du 24 novembre 1943. À la suite de l'invasion anglo-américaine de juin 1944, Claude Dauphin rejoint les rangs de la 2e division blindée du général Leclerc et participe à ce titre aux combats qui aboutiront à la conquête de la ville de Paris. Par ailleurs, toujours en 1944, il participe à la réalisation d'un film de propagande américain, A Salute to France, réalisé par Jean Renoir et Gerson Canning, qui a pour but de présenter les Français aux troupes américaines d'occupation devant débarquer en France. Suzy Delair, durant toutes les années 30, est cantonnée à des rôles de figuration au cinéma et il semble même qu'à partir de 1937, elle ait perdu tout espoir de faire carrière au cinéma. Elle devient une honnête artiste de music-hall. Mais heureusement pour elle, en 1941, Alfred Greven, le grand patron de la société de production franco-allemande Continental, la découvre au théâtre de la Porte Saint-Martin et lui offre le premier rôle dans son film qu'il s'apprête à tourner et qui va s'appeler Le Dernier des Six. Alors ce n'est pas tout à fait le hasard, car le premier collaborateur, sans jeu de mots, de la société continentale n'est autre que Henri-Georges Clouzot, le scénariste du film Le Dernier des Six, réalisé par Georges Lacombe, mais aussi et surtout l'amant de la délicieuse Suzy Delair. Le film connaîtra un gros succès et fera de Suzy Delair, du jour au lendemain, une grande vedette de l'écran. On peut d'ailleurs dire que durant les années de guerre, le public va découvrir deux grandes vedettes, Suzy Delair d'une part, et Jean Marais d'autre part. Après Le Dernier des Six en 1941, Suzy Delair va tourner en 1942 L'Assassin habite au 21. C'est encore une fois un film produit par la Continentale. Et pour L'Assassin habite au 21, ce film est réalisé par son amant, son concubin, Henri-Georges Clouzot. Elle tournera également, durant cette même année 1942, un autre film, Défense d'aimer. Suzy Delair est une vedette emblématique des studios de la Continentale et on ne s'étonnera donc pas de la voir participer en mars 1942 à un voyage en Allemagne en compagnie d'autres vedettes du cinéma français telles que Daniel Darieux, Viviane Romance, Junie Astor, Albert Préjean et René Dary.
Ce voyage, à l'occasion duquel les artistes français vont fraterniser avec les artistes allemands, est également un voyage de propagande en faveur de l'Europe nouvelle. Suzy Delair est très enthousiaste durant ce voyage. Il faut dire que, comme son amant, le réalisateur Henri-Georges Clouzot, elle a fait le choix de l'Europe nouvelle. D'ailleurs, l'engagement politique de Suzy Delair ne s'arrêtera pas à ce voyage de propagande en Allemagne. Elle participera également au gala organisé par le journal Temps Nouveau de Fernand Debrinon, une des grandes figures de la collaboration parisienne. Bien que son engagement dans la collaboration ne soit guère discutable, Suzy Delair ne sera pas trop inquiétée lors de l'épuration en 1944. Elle sera sanctionnée par une simple suspension de travail d'une durée de 3 mois. Elle fera une belle carrière après-guerre, dès 1947 dans le film Copie conforme de Jean Dréville et toujours en 1947 dans Quai des Orfèvres, réalisé par son concubin Henri-Georges Clouzot. Lorsque la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne en septembre 1939 et déclenchent la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la Troisième République, en la personne du commissaire général à l'information Jean Giraudoux, pense à mettre en chantier un grand film spectaculaire, un grand film de propagande politique pour l'effort de guerre français. Et c'est tout naturellement qu'on pense à Duvivier, Julien Duvivier, pour réaliser cette grosse production, puisque Julien Duvivier est l'un des meilleurs réalisateurs français. On lui doit notamment des succès comme La Bandera, La Belle Équipe ou Pépé le Moco. Julien Duvivier met en chantier ce film patriotique qui va s'appeler Un tel, père et fils, dès l'automne 1939, et il le finira quelques semaines avant la capitulation des troupes françaises en mai-juin 1940. Ce film est totalement raté, totalement contre-productif. Le pessimisme naturel de Julien Duvivier a pris le dessus, et dans ce film, il va nous raconter les aventures de plusieurs générations de Français qui sont, il faut bien le reconnaître, des ratés, des dégénérés alcooliques, des lâches, enfin, tout ça est assez catastrophique. On croirait presque que c'est un film allemand anti-français. Ce film, heureusement, si l'on peut dire, ne sera pas diffusé en France. Il n'aurait rien fait pour améliorer le moral des spectateurs. Il n'est pas diffusé en France, eh bien tout simplement en raison de la capitulation des armées françaises en mai-juin 1940, donc qui met fin au régime de la Troisième République. Julien Duvivier prend les bobines de son film Un tel, père et fils et part en exil aux États-Unis. Alors, pays qu'il connaît bien puisqu'il avait déjà tourné à Hollywood en 1938 un film, et il va faire partie de la petite communauté française de Hollywood avec Jean Renoir, René Clair et puis les acteurs Charles Boyer, Claude Dauphin, Jean-Pierre Aumont, Gabin, Dalliot et Michel Morgan. Aux États-Unis, eh bien, le film sortira dans une indifférence polie, et puis Julien Duvivier va s'atteler à une série de films purement hollywoodiens qui connaîtront des succès divers. Lydia en 1941, Tales of Manhattan en 1942, Flesh and Fantasy en 1943, L'Imposteur en 1944 et Destiny en 1944. Comme tous les exilés hollywoodiens, Duvivier reviendra en France dès la guerre terminée, et dans cette immédiate après-guerre, il se distingue par l'aide qu'il va apporter à l'acteur Robert Le Vigan, persécuté par les justiciers de l'épuration. Oui, il l'aidera à passer en Espagne. Il faut dire que Duvivier a gardé de bonnes relations avec le général Franco depuis le tournage de La Bandera. Et puis Duvivier se remet au travail, il va réaliser un excellent film en 1947, Panique, avec Viviane Romance et Michel Simon, qui décrit le climat pour le moins pesant
de l'immédiate après-guerre en France, un film encore une fois marqué par le pessimisme naturel de Julien Duvivier, mais cette fois c'est pour la bonne cause car ce sera un chef-d'œuvre. Les mauvaises langues disent que Fernandel n'a pas attendu 1940 pour collaborer avec les autorités allemandes, car dès le printemps et jusqu'à l'été 1939, c'est-à-dire à quelques semaines de la déclaration de guerre à l'Allemagne, eh bien, Fernandel, oui, a pris l'initiative de tourner un film en Allemagne, à Berlin plus précisément, et pour le compte d'une société franco-allemande de production de films, la célèbre, la fameuse Continental Film. Durant le tournage de ce très bon film d'Albert Valentin, l'héritier des Montdésir, il se fera photographier en compagnie du ministre de la Culture de l'Allemagne nouvelle, Joseph Goebbels, photo qui sera jugée comme compromettante. En réalité, ces attaques contre Fernandel sont infondées, elles sont surtout médisantes. Oui, car certes, il est assez imprudent d'aller tourner un film en Allemagne pour une compagnie franco-allemande à quelques semaines de la déclaration de guerre, mais Fernandel n'est pas plus compromis que ne l'est Jules Berry ou Elvire Popescu, les autres vedettes de ce très bon film d'Albert Valentin. D'ailleurs, Elvire Popescu, qui figure sur la même photographie que Fernandel en compagnie de Joseph Goebbels, ne sera pas inquiétée par cette imprudence de 1939. Il faut dire qu'elle la rachètera par un acte de politique en 1940 lorsqu'elle créera au théâtre le 27 janvier 1940, le rôle d'Elvire, le titre de la pièce de Henri Bernstein, pièce particulièrement belliciste et anti-allemande. En septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne et le deuxième classe, Fernandel, est mobilisé. Mais on doit bien vite le soustraire aux obligations militaires car lorsqu'il est de garde à l'entrée de la caserne, eh bien des attroupements se forment, des attroupements d'admirateurs, d'admiratrices. Tout ça ne fait pas très sérieux. On l'autorise donc en 1940 à reprendre son métier d'acteur. En mai-juin 1940, lors de la défaite des armées françaises, Fernandel tourne avec Rému La fille du puisatier, le film de Marcel Pagnol. C'est dans ce film qu'est rajouté un événement historique, puisque Rému et Fernandel sont réunis à côté d'un poste de radio, et ils entendent le maréchal Pétain leur annoncer l'armistice et la fin des hostilités. Alors en 1944, cette scène sera remontée et c'est le colonel de Gaulle qu'on entendra. Bon, inutile de s'appesantir sur ce sujet. Dans cette même année 1940, Fernandel va tourner dans un film qui est nettement pétainiste, qui se présente comme tel, qui est d'ailleurs tourné sur une idée, sur une intention du maréchal Pétain. Il s'agit du film La nuit merveilleuse. Fernandel ne perçoit pas de cachet pour ce film. Il s'agit donc d'un film de bienfaisance en faveur des réfugiés, car oui, la nuit merveilleuse, eh bien, c'est une évocation de l'histoire sainte de la Nativité, revisitée eh bien, au temps de l'Exode. Donc c'est un film, militant, en ce sens que c'est un film de solidarité nationale et de fraternité française. Mais Fernandel ne va pas se contenter de tourner dans ce type de film pétainiste. Il va accepter, dès la fin 1940, début 41, de signer un contrat de collaboration artistique avec la société franco-allemande de production de films Continental, oui, celle-là même qu'il connaît, donc, puisque c'était celle qui avait produit L'héritier des Montdésir en 1939.
Oui, Fernandel est un des premiers artistes à signer avec la Continentale. D'ailleurs, Alfred Greven était descendu à Marseille, comme on dit, pour rencontrer Fernandel, qu'il appréciait particulièrement. Et c'est un contrat, oui, un contrat haut de gamme, car non seulement Fernandel donc va tourner en tant qu'acteur, mais pour la première fois de sa vie, la Continentale va lui donner les moyens de réaliser ses propres films, chose qu'il ne fera donc qu'à 2 reprises et pour le compte de la société Continental Film. Il tournera ainsi en 1941 Le Club des Soupirants, dont le scénario est de Marcel Aimé, puis il enchaînera en 1942 avec Simplet, dont il est le réalisateur, et il finira en 1943 avec Adrien, dont il est également le réalisateur. Oui, Fernandel a choisi son camp, il est membre du Cercle européen, ce qui est une sorte de club collaborationniste où un certain nombre de personnalités en vue donc participent à des conférences organisées par l'ambassade d'Allemagne sur le thème de la réorganisation de l'Europe nouvelle. Quand il est à Paris, Fernandel prend tous ses repas au cercle des officiers supérieurs de l'armée allemande qui se trouvait près de l'église Saint-Augustin. Et d'ailleurs, Fernandel fréquente d'autres lieux de plaisir réservés aux officiers supérieurs de l'armée allemande. Bien évidemment, tout cela ne passe pas inaperçu. Fernandel reçoit des menaces de mort. Il y a même des messages qui passent par Radio Londres qui évoquent le cas d'un célèbre acteur comique qui serait bien inspiré de ces toutes collaborations artistiques avec la Continentale. Enfin, en tout cas, Fernandel est assez courageux, oui, il résiste, puisque il va terminer Adrien pour la Continentale au printemps 43. Donc il a tenu bon quand même un certain temps, mais après il a la sagesse donc de rester prudemment dans sa propriété de Marseille, et cette prudence et puis également sa très grande popularité lui vaudront de ne pas être épuré en 44. Edwige Feuillère est l'une des actrices les plus populaires du cinéma français à la fin des années 30. En 1940, elle tourne sous la direction du réalisateur juif Max Ophuls le film De Majorling à Sarajevo. Et puis, après l'interruption due à la défaite française en mai-juin 1940, elle reprend le chemin des studios pour tourner en 1941 Mamselle Bonaparte, un film produit par la société franco-allemande Continental. Alors évidemment, on peut s'étonner du fait que Edwige Feuillère, qui a toujours été philo-sémite, tourne un film pour le compte de la société Continental. Mais cette participation artistique est plus due à une contrainte qu'à une volonté délibérée de collaborer avec Alfred Greven, le directeur de la Continental. En effet, Alfred Greven a racheté les droits d'adaptation de Mamselle Bonaparte, et en même temps, il a racheté Edwige Feuillère. Oui, l'actrice suit le contrat qu'elle avait préalablement signé pour tourner ce film. Alors, elle va essayer tout d'abord d'échapper à cette obligation contractuelle, mais Alfred Greven lui fait comprendre qu'il est de son intérêt, et surtout de l'intérêt de son amant juif, qu'elle donne des gages de collaboration, et donc Edwige Feuillère tournera Mamselle Bonaparte en 1941 pour le compte de la Continentale. En 1942, Edwige Feuillère va tourner La Duchesse de Langeais, un film adapté d'un roman de Honoré de Balzac par Giraudoux. Ce film connaîtra un très gros succès. Malgré des conditions de tournage difficiles, Edwige Feuillère raconte qu'il faisait si froid sur les lieux du tournage que les acteurs étaient contraints de sucer des glaçons afin d'éviter que des volutes de vapeur d'eau ne sortent de leur bouche lorsqu'ils avaient à dire leur ligne de dialogue.
Edwige Feuillère tournera également en 1942 L'Honorable Catherine et en 1943 Lucrèce, des films qui confirmeront son statut de grande star de l'écran. Par ailleurs, Edwige Feuillère interprétera au théâtre Sodome et Gomorrhe de Giraudoux avec un débutant qui va devenir célèbre. Il s'agit de Gérard Philipe. Gérard Philipe qu'elle retrouvera au cinéma en 1946 dans le film L'Idiot d'après Dostoïevski. Le réalisateur belge Jacques Feder a signé dans les années 30 certains des plus beaux films du cinéma français. On lui doit ainsi, mettant en scène son épouse, la talentueuse Françoise Roset, les films Le Grand Jeu en 1934, Pension Mimosa en 1935, La Kermesse héroïque en 1935, Les gens du voyage en 1938. Or, certains de ces films, La Kermesse héroïque et Les gens du voyage, sont produits par les Allemands de la Tobis. Et si c'est une compagnie allemande qui produit ces derniers films, ça n'est pas tout à fait un hasard, car il semble bien que Jacques Feder ait des sympathies pour les autorités nationales-socialistes allemandes. Ces sympathies, dénoncées par le journaliste et scénariste Henri Janson, feront d'ailleurs l'objet d'une vive polémique. Alors, pour plus de détails, nous vous renvoyons à la vidéo que nous avons faite plus précisément sur ce sujet, polémique dans laquelle intervient également François Vineuil. Son épouse Françoise Roset, qui ne partage pas du tout ses opinions, est obligée de faire bonne figure. C'est ainsi qu'on la voit faire un grand sourire au docteur Joseph Goebbels, ministre du Reich, quand celui-ci lui remet un joli bouquet de fleurs pour la première du film Les gens du voyage. Mais dès que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne, Françoise Roset tombe le masque et souhaite s'engager personnellement dans la lutte contre l'Allemagne. C'est ainsi qu'elle participe à des émissions de propagande à la radio, émissions à destination de l'Allemagne, où elle est assez virulente, assez violente, à l'encontre des dirigeants allemands. Évidemment, lorsque la France capitule en juin 1940, la situation de Jacques Feder est un petit peu délicate, car les Allemands n'ont pas oublié les émissions de radio extrêmement violentes de Françoise Roset, mais les Allemands sont bons princes, et comme ils apprécient particulièrement le travail de Jacques Feder, réalisateur, eh bien, ils vont même jusqu'à lui proposer une collaboration artistique dans le cadre de la nouvelle société de production Continental. Mais Jacques Feder refuse. En effet, en ce début des années 40, il est déjà malade, son état va s'aggraver, il mourra en 1948, et il souhaite se retirer en Suisse afin de laisser passer l'orage de la Seconde Guerre mondiale. Le couple espère gagner la Suisse grâce à un subterfuge qui consiste à organiser une fausse tournée artistique en Suisse. Oui, c'est une fausse tournée car il n'y a pas réellement d'acteurs, il y a surtout dans la troupe des juifs et des opposants politiques au régime national-socialiste allemand. Alors évidemment, le gouvernement de Vichy n'est pas dupe de cette manœuvre et refuse le visa pour la Suisse. Françoise Roset, qui a un tempérament un petit peu exalté, menace alors le gouvernement de Vichy de se suicider et d'enregistrer les raisons de son suicide sur disque qu'elle fera parvenir, enfin plutôt que quelqu'un d'autre fera parvenir en Angleterre pour créer un scandale international. Oui, c'est un petit peu rocambolesque comme méthode de chantage, mais le gouvernement de Vichy cède et délivre le visa de sortie pour la Suisse à Jacques Feder et à son épouse Françoise Roset. Arrivée en Suisse, Françoise Roset tournera un film sans grande importance en 1942 sous la direction de son époux, Une femme disparaît.
Mais ce qui intéresse surtout Françoise Roset, c'est de continuer la lutte contre les Allemands. Et lorsque les Américains débarquent le 8 novembre 1942 au Maroc et en Algérie, eh bien Françoise Roset laisse son époux Jacques Fédère en Suisse et part en Tunisie, puis en Algérie, où elle va animer encore une émission de radio. Oui, les gaullistes aiment beaucoup hurler dans un micro. Alors, son émission s'appelle « Une Française parle aux Françaises » et après Radio Alger, eh bien, ça sera la BBC à Londres. Pendant que son épouse continue sa guerre radiophonique à Londres, Jacques Fédère, quant à lui en Suisse, continue à travailler sur un projet de nouveau film, mais compte tenu de l'aggravation de son état de santé, il ne pourra lui-même réaliser ce projet. Il sera réalisé par Marcel Blisten. Ça sera un très bon film, Macadam, en 1946, avec bien sûr dans le rôle principal féminin, Françoise Roset. Pendant la guerre, la grande actrice que fut Florel, on se souvient d'elle dans le rôle de Fantine, dans la version 1933 des Misérables, eh bien, Florel est déjà oubliée, ou presque, on ne pense plus à elle, et il lui reste eh bien, son bas goût et un certain goût de la provocation. Bas goût qui va lui causer quelques ennuis pendant la guerre. Elle sera arrêtée, ou plutôt elle le prétend, elle sera arrêtée 3 fois par les autorités allemandes, et à la suite de ses déclarations et de ses provocations. Et en 1944, les Allemands auraient saccagé son appartement et emporté avec eux le téléphone, le lavabo, ainsi que ses bijoux. Tout le monde n'a pas accordé crédit, bien sûr, à cette histoire de saccage de son appartement et de vol de ses biens précieux par les autorités allemandes. En effet, on savait que déjà avant-guerre, dès avant la guerre, Florel était dans une situation financière catastrophique et que si jamais elle avait eu des bijoux à une époque de sa vie, ils avaient été vendus depuis longtemps. En revanche, comme ces déclarations sont très précises dans la presse, eh bien, ça va attirer l'attention du fisc et elle va écoper d'un redressement fiscal carabiné. Voilà ce qu'il en coûte de crier au loup indûment. Quoi qu'il en soit, le gouvernement provisoire de la République, que cette histoire soit vraie ou non, lui remettra une décoration. En tout cas, cette anecdote ne relancera absolument pas sa carrière. Florel ne retrouvera pas le chemin des studios de cinéma et sa fin de vie, plus exactement, sera assez misérable. Au moment de la déclaration de guerre, le capitaine Pierre Lodenbach, c'est-à-dire Pierre Freinet, prend son poste non loin de la ligne Maginot. Puis, après l'armistice de juin 1940, Pierre Freinet va s'engager au service de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Alors, il aura des fonctions officielles dans la France Nouvelle. Il sera président du syndicat des acteurs. Et puis, il sera également un des membres du comité d'organisation de l'industrie du cinéma. Comité qui est en réalité une organisation corporatiste en charge de la réorganisation du cinéma français. Son mérite dans cet engagement corporatiste lui vaudra d'être décoré de la Francisque. Mais au-delà de ses fonctions officielles, Pierre Freinet reste un acteur très apprécié du public. Dans un sondage paru en 1942, il reste une des vedettes préférées du public français. C'est ainsi que Pierre Freinet continue sa carrière d'acteur à succès. Alors il tournera 4 films pour la société de production franco-allemande Continental, Le dernier des 6 en 1941, L'assassin habite au 21 en 1942, Le Corbeau et La main du diable, tous deux réalisés en 1943. On peut également ajouter un 5e film, Les Inconnus dans la maison, en 1942, avec Rému, dans lequel Pierre Freinet ne joue pas, mais prête sa voix pour le commentaire du film.
Les fonctions officielles de Pierre Freinet dans des organisations pétainistes, sa participation à des films produits par la Continentale, lui vaudront bien sûr en 1944 d'être inquiété par les justiciers gaullistes et communistes. Il sera incarcéré 6 longues semaines au dépôt du palais de justice à Paris, où ses gardiens l'appellent ironiquement « mon capitaine », et où, pour passer le temps et aussi pour garder bon moral, il passe son temps à récurer sa cellule avec de la paille de fer. Pour justifier sa collaboration artistique aux activités de la Continentale, Pierre Freinet indiquera que, au-delà de sa carrière artistique personnelle, ses participations avaient été rendues nécessaires pour l'intérêt général du cinéma français. En effet, le comité d'organisation de l'industrie du cinéma, dont Pierre Freinet était membre, était en négociation permanente avec les autorités allemandes pour obtenir de la pellicule nécessaire au tournage des films français. Et les Allemands avaient bien indiqué au comité que cette pellicule ne serait livrée aux réalisateurs français que si, dans le même temps, un certain nombre d'acteurs de grande notoriété acceptaient de tourner pour la Continentale. Cette argumentation permettra à Pierre Freinet d'obtenir un non-lieu et de continuer sa carrière cinématographique. Carrière qui se poursuivra jusqu'en 1960 sans que Pierre Freinet ne renie jamais son engagement auprès du maréchal Pétain. C'est ainsi qu'il refusera un rôle en 1950 dans le film Le Grand Rendez-vous de Jean Dréville au motif qu'il ne veut pas endosser un uniforme gaulliste. De même, il adhérera en 1950 à l'association des amis de Robert Brasillac. Robert Brasillac, écrivain, essayiste, journaliste talentueux, qui fut fusillé, enfin qui fut assassiné, dirons-nous, par les justiciers gaullistes et communistes en 1945. On saluera d'ailleurs la noble initiative de Pierre Freinet qui, en 1963, acceptera de prêter sa voix gracieusement pour le compte des éditions phonographiques de Jean-Marie Le Pen afin d'enregistrer un disque où il lit les poèmes de Fresne que Robert Brasillac avait écrits tout juste avant sa mort. Le 2 septembre 1939, à la déclaration de guerre, Jean Gabin est versé dans la marine à Cherbourg. Il obtient cependant une permission exceptionnelle pour le tournage de Remorque, le film de Jean Grémillon, avec Michel Morgan. À la suite de l'armistice de juin 1940, Jean Gabin est démobilisé, mais ne veut plus reprendre son activité d'acteur en France, que ce soit en zone occupée ou en zone libre. En effet, Jean Gabin, en sa qualité de star internationale, est en mesure d'obtenir des contrats à Hollywood, et c'est ainsi que, le 2 février 1941, il embarque pour l'Amérique. Arrivé à Hollywood, où il y a une petite communauté de Français exilés, il tournera 2 films, Moontide et The Impostor. Bien que ces films ne soient pas des réussites, Jean Gabin a la belle vie à Hollywood, où il a fait la rencontre de Marlène Dietrich, qui a abandonné sa nationalité allemande en 1937 et qui est donc naturalisée américaine. Il est comme un coq en pâte, mais cette vie de luxe ne lui convient pas, et en avril 1943, il s'engage dans les forces gaullistes et s'embarque pour le Maroc et l'Algérie pour reprendre le combat contre les Allemands. Et si l'on en croit la légende, enfin peut-être n'est-ce qu'une légende, c'est durant cette traversée transatlantique qui le mène de New York au Maroc que Jean Gabin va perdre la couleur naturelle de ses cheveux. Oui, le bateau sur lequel il se trouve se fait attaquer par les Allemands. Il est extrêmement stressé, bien évidemment, et ses émotions fortes font que ses cheveux blanchissent brusquement.
Quoi qu'il en soit, Jean Gabin, arrivé sain et sauf en Afrique du Nord, est affecté à la 2e division blindée. Il sera second maître chef de char et il terminera la guerre médaillé de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Jocelyne Gaël est une des plus belles femmes du cinéma français d'avant-guerre. Elle commence sa carrière très tôt, puisque née en 1917, elle commence à tourner en 24. On la remarque tout particulièrement en 1931 dans un film avec Jean Gabin, Tout ça ne vaut pas l'amour. Et puis en 1934, elle tourne dans Les Misérables, le rôle de Cosette adulte. On la retrouve également dans Le Bossu en 1934. Et en 1942, elle va tourner un très bon film pour la société de production franco-allemande Continental. Il s'agit de La main du diable. Certes, tourner pour la Continental est assez compromettant, mais en 1944, au moment de l'épuration par les justiciers communistes et gaullistes, elle va avoir d'autres ennuis. En effet, elle était copropriétaire avec son époux Jules Berry, son aîné de 34 ans, d'un cabaret à Paris. Il s'agit du Perroquet, et à ce titre, eh bien évidemment, elle a été amenée à fréquenter les autorités allemandes et les grandes personnalités de la collaboration. Plus grave encore, Jocelyne Gaël est tombée amoureuse d'un homme d'action de la collaboration. Il faut dire vraiment que les actrices françaises ont un petit faible pour les beaux officiers allemands ou les hommes d'action de la collaboration. Alors, après Arletty, après Mireille Barlin, après Ginette Leclerc, eh bien, Jocelyne Gaël va payer très cher en 1944 sa passion amoureuse. Et il convient de signaler le comportement admirable de Jules Berry, mais on n'en attendait pas moins de lui, qui, en véritable chevalier français, va venir au secours de son épouse infidèle et va la défendre bec et ongles. Alors heureusement, Jocelyne Gaël va sauver sa tête, mais ça ne sera pas le cas de son amant, qui sera fusillé en 1946. Après-guerre, comme on pouvait s'en douter, Jocelyne Gaël sera malheureusement bannie du cinéma français, ce que l'on peut vivement regretter, puisque c'était une actrice au jeu naturel très élégant.